nous appartenons. Et c'est toujours le 13 avril. J'ai pensé ce, ce thème, comment dire, en relation avec les interrogations qui peuvent un peu se produire à propos de l'appartenance. Quand on voit passer des choses qui voudraient déterminer le degré d'appartenance d'une personne à une collectivité ou à une autre à partir d'un élément. Un élément, peut-être plusieurs éléments, mais c'est toujours dans le même registre. Donc, nous appartenons, je voudrais parler des différents registres de l'appartenance. Seulement, là, tout à l'heure, je viens de penser à commencer ce propos en disant, en parlant comme cela. Nous appartenons à un regret. Nous appartenons, plutôt je voulais commencer par nous appartenons à un souvenir vague. Nous appartenons à un regret. Nous appartenons à un geste esquissé, mais non abouti. Nous appartenons à un désir mort depuis longtemps, un vieux désir. Nous appartenons à un instant. Un instant, nous appartenons à un moment. Nous appartenons à une caresse. Nous appartenons à un effleurement. Nous appartenons à un rire, à un sourire timide. Nous appartenons à un désir non exaucé. Nous appartenons à quelqu'un comme cela. Pour un temps qui n'est pas défini, nous avons le sentiment d'appartenir à quelque chose, mais nous avons en même temps le sentiment inverse, celle de ne pas appartenir. Et là, je vais me lancer dans ce qui fait l'appartenance, ce qui fait la non-appartenance. Comme par exemple, j'entends un animateur radio qui parle, qui dit que la laïcité, quelque part, elle s'exerce à travers le blasphème. C'est une chose, c'est peut-être vrai pour certains, mais c'est un raccourci totalement impossible. C'est, comment dire, c'est justifier le droit d'un droit, réclamer à soi une sorte de blanc-séine, je ne sais pas, d'une sorte de droit absolu à certaines choses. Et seulement nous voyons toujours, le problème est là, nous voyons toujours qu'il y a que la loi peut permettre le droit d'expression, mais que la loi, à un certain moment, peut décider que ce droit d'expression a atteint ses limites. Si quelqu'un, par exemple, porte atteinte à la dignité du plus haut responsable de l'État, on peut dire que c'est son droit, là aussi, d'y porter atteinte, puisque, on va dire, le blasphème, c'est de porter atteinte à quelque chose qui jouit d'un degré comment dire, qui jouit d'une certaine,
d'une certaine valeur ou d'une certaine autorité. Les autorités ne sont pas égales dans cette affaire-là. Il y a des autorités qui sont plus, j'allais dire, plus égales que les autres. Voilà un peu la différence, ce qui fait la différence et ce qui fait l'appartenance pas tout à fait complète. C'est quand l'autre ne prend pas en compte un peu la possibilité qu'il puisse y avoir une sorte de différence, une sorte de désaccord sur ce qu'il est possible d'accepter ou non, de l'appartenance ou non. Quand nous voyons par exemple une ministre ou une chargée, je ne sais plus quoi, chargée de quelque chose, qui se retire d'une réunion dans laquelle il y a quelqu'un qui exprime des désaccords avec la France parce que la France fait de la cause arménienne, si je puis l'appeler ainsi, avec beaucoup de réserve, la cause arménienne quelque chose de sacré. On a instauré là une sorte de sacré, quelqu'un qui douterait du récit avancé à propos de ce qui est arrivé aux Arméniennes pourrait tomber sous le coup de la loi et être jugé comme une sorte de révisionniste, une sorte de personne qui a introduit de la dissension là où qui a introduit un peu qui ne respecte pas ce que la communauté a décidé, puisque les gens qui dictent ces lois pensent s'exprimer au nom de la collectivité. Une fois qu'ils ont décidé que quelque chose devait jouir d'un statut particulier, tout le monde doit le respecter. Donc la question ne mérite pas d'être posée, la question doit être ouverte. Il n'y a pas de question qui puisse prétendre au statut de la vérité immanente. Tout ce qui arrive aux humains est autorisé, peut subir la réflexion ou la critique ou la relativisation, peu importe, chacun. Dans ce domaine-là, chacun, par exemple pour ce qui est des chiffres, si on prend l'Algérie, par exemple, l'Algérie avance un chiffre, 1,5 million de morts, on n'est pas obligé d'être d'accord, ça semble trop parfait, comme on peut avancer 6 millions, ça semble trop parfait, comment à un moment donné on a avancé 20 millions de morts en Russie, enfin tous les territoires de l'ex-Union soviétique, et maintenant on dit que ça va au-delà. Ça va au-delà de 20 millions, c'est peut-être 50 millions. Et on comprend que les chiffres doivent être ronds, pouvoir être mémorés de façon facile. C'est plus facile de mémoriser 1,5 million qu'1,3 million. Ça paraît... Allez, rajoute quelques dizaines de milliers comme ça. Ça semble un chiffre plus rond, plus machin. Et oui, non, le chiffre peut être vrai. C'est le problème de l'usage qu'on en fait. À partir du moment, c'est jamais un usage minorisant. C'est un usage pour montrer un peu le côté démesuré de l'action de tel ou tel gouvernement. Les Français, en une certaine façon, ont tué
beaucoup, ils sont arrivés jusqu'à 1,5 million. Il est possible que le chiffre réel ait été de 800 000, ait été de 700 000, ait été de 1,2 million. Le problème dans ces statistiques-là, c'est que elles sont difficiles à établir. On va dire, imaginons que par exemple un village ait été détruit par l'armée française et les gens déplacés. Il est possible, on va penser, il n'y a pas que les dégâts physiques, il y a aussi les choses qu'on fait. Et imaginons par exemple ce qui a été fait en Crimée, etc. Le fait de faire disparaître de villages, c'est pas uniquement une histoire de dizaines ou de centaines de gens tués, c'est aussi une histoire d'un lieu qu'on a effacé de l'existence. Ce lieu-là a été effacé, ce village-là n'existe plus, en tout cas, il peut réexister, mais il ne sera plus le même. C'est une mémoire qu'on a effacée, c'est quelque chose qu'on a fait disparaître. À un moment, la guerre peut aussi avoir pour conséquence de causer des dégâts qui sont des dégâts sur le long terme. Déplacer des populations peut être à l'origine de traumatismes. Et comment on va comptabiliser les traumatismes? On comptabilise les morts d'une façon un peu sommaire, mais pour ce qui est des traumatismes et pour ce qui est des conséquences à des niveaux multiples, voilà la chose qu'on ne comptabilise pas. Certaines personnes justement bénéficient de dédommagements matériels. Voilà un peu ce qui nous ramène un peu vers cette histoire de l'Arménie. Si, par exemple, le gouvernement turc actuel, le gouvernement après l'Empire, donc républicain, décidait de reconnaître la chose qui est arrivée, il va devoir dédommager les descendants des victimes, des gens qui seraient à ce moment-là des victimes. Il va devoir, donc, quand on sait que l'État allemand dédommage jusqu'à maintenant, paie des dédommagements pour ce qui est de la solution finale, et on va dire pourquoi la responsabilité du gouvernement allemand continue d'être appelée. Le gouvernement nazi a disparu corps et bien, et la République née de ce gouvernement n'a rien à voir. C'est totalement différent. Elle n'a pas à payer pour les crimes, mais justement, il y a une continuité. On estime qu'il y a une continuité, que ça serait un peu le crime de tous les Allemands, qu'ils étaient nazis, pro-nazis ou pas. Voilà un peu la permanence. Voilà, on va dire, l'État turc va payer pendant des générations les arrière petits-enfants des Turcs qui se trouvent au Liban, des Arméniens qui se trouvent au Liban, qui se trouvent en France, qui se trouvent ici ou là, de par le monde. C'est une chose, il faut quand même, au niveau financier, ce sont des chiffres qui comptent. Après, il est évident que voilà ce qui fait, ce qui change le degré d'appartenance, ce qui le modifie, c'est la chose comme cela. Quand vous avez un récit qui, à propos de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, et quand vous avez un récit qui, lui, tend à quelque part à ne pas s'appesantir sur les événements. Vous pouvez remarquer que je n'appelle pas tragédie, machin, etc., massacre, je dis les événements. J'essaie de garder une position un peu neutre, même si ce n'est pas possible, mais en tout cas, j'aurais pu ajouter événement tragique, je dis événement. C'est quelque chose qui est arrivé, où tout le monde sait que ça a mis fin à la vie d'un certain nombre de gens et ça en a handicapé un certain nombre. Donc,
autre. Et que finalement, voilà la chose, c'est que à la fin, j'ai entendu, donc pour moi ça a été un moment décisif, j'ai arrêté de regarder, de suivre une émission parce que le présentateur disait que la personne qui a commis les faits était un déséquilibré. Bien entendu, dans notre monde actuel, beaucoup de gens, la plupart des gens sont jugés comme des névrosés. Mais névrosé, c'est déjà quelque chose un peu pathologique. C'est pas de la grosse pathologie, mais c'est une pathologie tout de même. Quelqu'un qui aurait des tendances à ne pas être totalement dans le bon équilibre, dans le bon rapport à soi et peut, par exemple, un moment, un autre, soit avoir un comportement qui ne soit pas exactement dans le comportement médian. Et voilà la chose, comment on voit, bien entendu, faire des procès, c'est simple. Un procès à quelqu'un, puis à un autre, et puis faire un procès trans-histoire, pas de problème, transgénération, on va descendre, on va aller, comme moi j'ai grandi dans ce procès porté contre les croisés, là, ça y est, ça recommence, on porte, c'est les croisés d'hier, c'est le nouveau croisé d'aujourd'hui, c'est machin et tout. On peut faire des procès, tout le monde peut faire des procès à tout le monde, d'ailleurs, d'une façon un peu, comme je dis ça, un peu sommaire, mais tout le monde peut faire des procès à tout le monde. Aujourd'hui, les Algériens, pour ne pas les nommer, ceux qui avancent le chiffre d'1 million et quelques, qui se placent en tant que victimes, aussi, un certain nombre d'entre eux sont considérés comme des gens ayant causé des choses aux indigènes de l'époque, et qui étaient là, on va dire, à l'invasion arabo-musulmane, on va dire ça comme ça, rapidement, a causé, a massacré, a fait ceci, a fait cela. Et certains pourraient considérer, là aussi, comme certains considèrent l'installation des Français, comme ils pourraient considérer l'arrivée, comme l'aube d'une période sombre, perte d'indépendance, perte de ceci, perte de cela, perte de langue, là aussi, on va se retrouver à dire ça. Bien entendu, donc il y a chacun. Il faut faire attention au procès qu'on fait à l'autre. Il faut aussi voir de son côté à soi si on n'a pas quelques soucis et quelques petites choses qui peuvent donner raison, donner envie à quelqu'un de se porter partie civile contre nous d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc l'appartenance, c'est que, voilà, interroger les événements. Les gens, un certain nombre, comparent. Ils voient, ils disent, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, cette chose a bénéficié d'une couverture médiatique, a eu droit à une sémantique, à la sémantique habituelle, terroriste, 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 terroriste. D'ailleurs, le terme le plus fort qu'on puisse accoler à quelqu'un, c'est le qualifier de terroriste. C'est dire à quelqu'un, comme l'a fait l'armée française, quelqu'un qui mérite d'être éliminé sans autre, comme on dit, qui mérite d'être éliminé. C'est ce qu'a fait la France au Levant, c'est ce que fait la France en Afrique, éliminant. Pas de jugement, pas de circonstances atténuantes, élimination. C'est effacement, c'est
vraiment le rendre méconnaissable, c'est le faire éclater en morceaux, et c'est comme ça que ça marche, c'est que soit on bombarde et à ce moment les gens sont réduits à de la pulpe, sont totalement ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient, c'est un morceau par-ci par-là ou encore complètement calciné, soit de l'assassinat à distance, et à ce moment-là c'est une balle une balle dans le crâne, ou alors ou ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être pas quelque chose qui défigure physiquement, mais c'est une élimination donc des citoyens. Certes, ayant choisi on dit, la plupart de ces citoyens sont partis en solidarité avec d'autres gens. N'oublions pas que la Syrie était un territoire relativement difficile. Il y avait beaucoup de groupes, ça c'est clair, beaucoup de groupes armés, rivaux, dans beaucoup de cas. Et donc, selon que vous aviez pris contact avec un tel ou un tel, vous pouvez très bien vous retrouver avec un groupe très en avant dans l'extrémisme, si je peux appeler ainsi. Et à ce moment-là, vous lui appartenez. Vous devenez membre de ce, sans l'avoir choisi. Vous pouvez devenir membre d'un groupe qui, finalement, peut-être vous auriez rencontré des éléments dits modérés, vous auriez été modéré. Et à ce moment-là, un combattant de la liberté, etc., au lieu de ça, vous tombez sur un groupe qui affiche des positions assez extrêmes, et à ce moment-là, vous êtes un extrémiste, un terroriste, et vous êtes à effacer. Donc, alors qu'en fait, la base, c'est comme ça que ça a été compris, c'était, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un, pour donner un exemple clair, quelqu'un qui est actuellement prof de fac, qui m'avait dit, il y a quelqu'un qui était parti en Afghanistan, il s'était engagé. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un de, je ne sais pas si c'était responsable, multazim. Et le tazama, c'était engagé, je pense que ça voulait dire ça. Et finalement, à une époque où quelque part ceux qui allaient combattre, qui allaient se lancer dans des opérations insurrectionnelles, qui allaient combattre un ordre établi, qui allaient se mettre à porter atteinte à un État, même si cet État a été installé suite à un coup d'État, etc. On sait un peu le contexte, mais on les encourageait, on les armait, on les entraînait, on finançait, tout ce qu'on veut. Et puis finalement, voilà, à une époque, c'était béni, donc des gens pouvaient partir pour combattre les rouges, non pas seulement en Espagne, mais d'aller combattre les rouges en Afghanistan. Là, aujourd'hui, il s'agissait en Syrie, non pas de rouge, à la rigueur, peut-être d'un gouvernement dit laïque, peut-être que c'était vu comme ça. Mais en tout cas, il y a des gens, toujours, pour un peu se laisser entraîner dans cette histoire de solidarité, sans avoir pour idée de vouloir devenir des sortes de comment dire, sans avoir pour fond sans avoir divorcé avec leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils partent là-bas, c'est une solidarité, mais ils n'ont pas envie de nuire à leur pays d'origine. Ils n'associent pas leur pays d'origine à ce qui arrive aux gens dont ils veulent être solidaires. Donc on ne peut pas, il peut toujours y avoir, il y a eu des gens qui ne sont pas dans cette ligne, mais obligatoirement ils sont minoritaires. Beaucoup de gens se sont retrouvés pour faire le coup de feu solidaire, pour participer à la guerre. Évidemment, nous, au départ, on avait une idée, il y avait un côté un peu religieux dans l'affaire. Trop de références à Dieu, il y a trop de Dieu dans cette affaire-là, mais on se disait, et avec ces gouvernements
renaissance avec ce gouvernement Ba'ath, il y avait un problème. L'échec de cette idéologie pan-arabe et qui voulait un peu réunir les Arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et il y avait des slogans où il y avait une politique pseudo-socialiste. Socialiste, c'est la socialisation des moyens de production. C'est cela que ça veut dire. C'est de collectiviser, c'est de relativement préserver les gens contre les lois du marché, contre un peu réduire les inégalités sociales, donner un peu les mêmes moyens à tout le monde. Voilà le socialisme, la socialisation, etc. Donc ça pouvait être comme ça, comme par exemple, malgré tout ce que je peux dire contre les militaires en Égypte, s'il n'y avait pas eu le coup d'État appelé révolution, comme aujourd'hui un coup d'État appelé révolution, c'est la même chose. Les militaires, il y avait de telles inégalités dans la distribution des terres agricoles que le système qui était avant le coup d'État ne pouvait pas régler. La monarchie n'était pas capable de réaliser une réforme agraire, de permettre aux gens de posséder la terre. Et puis il y avait, non seulement cela, mais il y avait eu d'autres efforts au niveau de l'électrification des campagnes, j'imagine, un certain nombre de choses. Voilà un peu le gouvernement des militaires, à un moment donné, bien sûr, là aussi, une idéologie socialisante, et puis d'autres gouvernements qui ont des relents nationalistes, mais nationalistes, c'est-à-dire qui vont au-delà des frontières héritées des mandats, mais qui font référence à quelque chose de beaucoup plus large, d'ailleurs qui font concurrence à l'idée de la communauté musulmane. La Ummah musulmane, ça devient la communauté arabe. Mais ces deux partis, bien évidemment, cette même idéologie a pu entrer en rivalité, et même plus que la rivalité, puisque les Syriens vont soutenir les Iraniens qui étaient les ennemis des renaissants irakiens. Donc c'était quelque chose. Donc on comprend aujourd'hui aussi l'état des choses. Si l'Iran a apporté son soutien aux bassistes, aux renaissants syriens, c'est parce qu'il y avait une dette à rembourser. Et voilà que la chose, comme on voit, comment dire, avec ces renaissants qui ne veulent pas mourir, qui s'accrochent au pouvoir, alors qu'en fait, il y a des choses, on voit qu'ils s'accrochent au pouvoir, qui n'ont pas permis un peu l'alternance. On attend que, d'une certaine façon, que les élites se relaient, etc., ils ont même créé des dynasties républicaines, etc. C'est fait que... et puis, on voit aussi, en dehors de la guerre irano-irakienne, on voit aussi la chose, le culte de la personnalité, et à des tas de choses qui ne vont pas. Puis, on s'est dit, d'ailleurs, la question qui m'est venue, je me suis dit, ce gouvernement est tellement installé, bien installé, et qu'il a éliminé tous les gens qui pouvaient constituer un danger pour lui par la méthode accident d'hélicoptère, etc., les assassinats préventifs, et qu'il a vidé un peu, il a fait du vide devant lui, et ce qui fait qu'il allait pouvoir rester là. Le président autoproclamé allait léguer le pouvoir à ses
un de ses fils et que ça va se poursuivre à l'infini, comme c'est le cas pour la Syrie. Donc, d'une certaine façon, il y avait l'approbation de l'intervention, de l'invasion américano-coalisée, tout ce qu'on veut, et on a voulu nous faire de nouveau l'histoire de la coalition des alliés. Donc voilà, il s'agit d'un danger, il s'agissait de faire un peu un rapprochement entre le régime nazi et le danger qui est constitué et le régime irakien. Alors qu'en fait, il n'y a aucune commune mesure. L'Irak, après la non-victoire, la non-défaite, la non-victoire sur l'Iran, s'est replié sur ses frontières, et même s'il a menacé, même s'il a envahi le Koweït, c'était une sorte de... on voit un peu la chose, le Koweït et l'Irak, c'est pas une histoire de... c'est pas le bas qui en est le moteur unique, c'est aussi une revendication bien ancienne et bien entendu cela aurait pu être réglé de plein de façons sans faire appel à la guerre. Ça aurait pu être réglé et bien entendu il est difficile de justifier l'appel aux armes et qu'envahir un territoire, même si quelle qu'elle puisse être, et évidemment toutes les conséquences qu'il y a après, c'est-à-dire les lois d'exception, c'est-à-dire l'espoliation, c'est-à-dire tout ça se passe pas dans la joie et dans la liesse. C'est des moments traumatisants, on ne souhaite pas, même si quelque part il peut y avoir un discours légitimement, un discours machin, on ne souhaite pas aux gens quelque part de subir, comme on ne souhaite pas à nous-mêmes de subir les moments de changement de pouvoir et l'arrivée d'un envahisseur, même si quelque part il pourrait parler la même langue, ça reste quand même un envahisseur, quelqu'un qui n'était pas là, qui est là aujourd'hui, et qui est là avec ses lois, qui d'une façon ou d'une autre, qui supprime toutes les lois du pays, et qui, d'ailleurs ça me rappelle cette histoire, au Soudan, ils ont destitué le président qui était en place, mais ils ont aussi aboli la Constitution. Et pourquoi la Constitution? La Constitution, peut-être qu'elle accordait un rôle très fort au président, parce qu'elle était taillée selon comme elle convenait, mais quand même, ça veut dire quoi? Abolir la Constitution? Non, la Constitution doit rester. Peut-être qu'elle peut être amendée, mais pourquoi l'abolir? Pourquoi un geste aussi fort et aussi définitif? Et on va tout recommencer? Non, c'est les mêmes, ceux qui ont pris la place de l'évincé, ce sont ses amis, ce sont ses compagnons, c'est les mêmes, c'est l'armée qui reprend. Et d'ailleurs, l'armée n'a jamais quitté le pouvoir, puisque le président déchu était un militaire. Et voilà comment on se retrouve avec... Donc, la situation est complexe. Souvent, c'est un mot un peu passe-partout pour parler de quelque chose qu'on n'a plus envie de détailler. Alors, on se dit, c'est complexe, puis c'est bon. S'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair ou qui n'a pas été assez analysé, ben ça fait partie... C'est la complexité qui veut ça. Si je ne maîtrise pas quelque chose, ben, je dis c'est normal, c'est très complexe, c'est même compliqué, ça l'est pour moi et sûrement pour toi aussi. Non, quelquefois, il faut se méfier un peu de ce terme de complexe ou de compliqué. Les choses peuvent être plus faciles, souvent une sorte d'analyse. Bien entendu, avec la création de territoires qui ne sont pas homogènes, on va dire, plus ou moins une fois évincé l'Empire turc, tout le monde réclame un peu
je reviens un peu vers un moment donné où j'avais fait l'éloge de l'Empire, mais l'Empire a aussi un défaut originel, c'est qu'il se base sur un élément. L'Empire aussi, c'est pas, c'est une monarchie, c'est héréditaire, c'est pas non plus une histoire, il n'y a pas d'empire électif. Et voilà, on peut y avoir la prépondérance de l'élément turc dans cet empire ottoman, et, euh, et donc cela peut poser problème aux autres composantes. Donc à ce moment-là, les autres composants n'attendent qu'une occasion pour se sortir et pour quitter l'empire. Et voilà qu'on se retrouve, voilà par exemple, imaginons un empire qui serait sur un territoire assez étendu, et puis finalement, si on voit par exemple aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la gestion des ressources hydriques, on voit que la Turquie construit, etc., construit des tas, je viens d'oublier le terme, sur mon vieux, t'es vieux, construit je l'ai en arabe mais je ne l'ai plus en français. En tout cas, Ced construit des... Bon, je le retrouvais tout à l'heure. Donc finalement, elle garde pour elle la majorité des eaux, finalement, elle interdit, elle interdit l'écoulement naturel de l'eau, et ce qui fait que les pays en aval se retrouvent avec peu de ressources. Si, si l'Empire était resté tel quel, évidemment, la politique hydrique globale aurait été quelque chose de beaucoup plus intégratif, et finalement, il n'y aurait pas eu des barrages, voilà, j'ai retrouvé le terme, des barrages, qui créent qui instaurent des inégalités entre les territoires. Et, et imaginons, par exemple, un pays se retrouve avec des ressources qui sont largement au-dessus de ses besoins, des ressources en matières premières, et quand on sait la difficulté qu'ont les pays qui vivent de la rente, les pays rentiers, à pouvoir établir des politiques efficientes, on se dit que cette somme d'argent, ce potentiel, s'il avait été d'une certaine façon partagé, il n'aurait pas été aussi prédominant. On va dire, le pétrole aurait constitué 30, 25, 30% des ressources de l'Empire, et à côté de cela, il y aurait d'autres secteurs qui ont participé, l'agriculture aurait été maintenue, d'autres matières premières, puis l'industrie, l'artisanat, le commerce et tout le reste. Alors qu'un pays dont les rentrées d'argent sont constituées à 95%, presque à 100% de la rente des ventes du pétrole brut, ce pays-là, en cas de désordre sur les marchés, baisse ou hausse des prix, il a du mal à pouvoir établir des politiques sur le long terme. Il doit s'adapter au mouvement des prix, et à ce moment-là, et puis, il peut vivre, à un moment donné aussi, il peut vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire qu'il subventionne la paix sociale, comme on trouve, c'est le terme classique qu'on dit, finalement, il subventionne des matières premières, des articles de consommation courante, et ce qui fait que les gens pourraient avoir une sorte de mésusage de cette affaire-là. Quand on voit par exemple des pays
dans lesquels les citoyens ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ou payent le carburant à des prix assez bas, ou payent, par exemple, là aussi, quand il s'agit de matières premières autres, enfin matières de consommation autres, par exemple, des gens qui achètent un produit comme la farine ou comme le sucre, etc., à des prix assez dérisoires, ce qui fait qu'ils pourraient surconsommer. Et finalement, c'est une solution de transition, mais qui devient une solution de continuité, et on installe les citoyens dans d'une sorte de situation qui ne correspond à rien. Et les gens peuvent penser que les choses allaient rester comme cela. Or, ça peut évoluer, et donc tout ce qui a été quelque part toute la stabilité garantie ou maintenue pendant des décennies peut disparaître, parce que la subvention ne peut plus être accordée, parce qu'il faut appliquer la vérité des prix. Et voilà comment nous appartenons, voilà, pour revenir, puisque c'est l'Europe et puisque c'est les élections, on revient sur comme cette histoire, puis il y a d'autres choses qui sont en place, notamment un certain nombre de choses, et finalement, quand on vit dans un pays dans lequel l'appartenance est multiple, dont les faits elle est multiple, c'est un pays qui a été construit par étapes. Il a englouti, il a absorbé des territoires qu'il a arrachés à d'autres gens. La Corse, par exemple, comme on voit, la Corse qui réclame un statut à part, qui réclame même plus que cela, dont des gens, des indépendantistes, des partisans de l'indépendance se retrouvent à gérer le territoire. Bien, il ne manque plus grand-chose pour qu'il y ait un référendum d'indépendance, puis ça y est, l'indépendance est déclarée. Même si l'autre partie ne l'approuve pas, mais comme pour la Catalogne, on déclare etc. On voit en face de soi, on voit des gens réclamer une spécificité territoriale, linguistique, culturelle et historique, et puis qui on va embêter? Celui qui est considéré comme un étranger, un double étranger. Voilà, celui-là, il faut qu'il se conforme. Il faut qu'il ait un comportement adéquat, il faut qu'il ait un comportement nationaliste. Et il ne faut pas qu'il fasse preuve de particularisme. Pourtant, les gens qui affichent le drapeau breton, ils affichent plus qu'un drapeau, qu'une pièce de tissu. Ils affirment l'appartenance à un monde, le monde celtique, avec tout ce qui va avec. Les gens qui affichent le drapeau occitan, ils savent à quoi ils font référence. J'imagine du côté de la Savoie, ça doit être pareil. J'ose même pas parler des territoires arrachés à l'Allemagne ou re-arrachés à l'Allemagne, peu importe la légitimité ou pas. Les territoires qui, évidemment, parlent un patois ou une langue alémanique, n'oublions pas. Et donc, finalement, voilà l'appartenance. On est dans un pays morcelé. Et ce pays morcelé, malgré l'évidence, produit un discours uniforme, un discours, un récit national, et on a des gens qui disent, voilà, comme un certain type qui crie un essai, éloge des frontières, voilà un peu la chose. Or, nous sommes tous, finalement, malgré tout ce qu'on veut, nous appartenons toujours à plus qu'à nos territoires. C'est obligé. Cela fait partie de la loi du genre.
nous appartenons à des circuits commerciaux, nous appartenons à des voisinages, nous appartenons au hasard de l'histoire. L'histoire nous a amenés là, quelque part là où nous sommes. Nous n'avons pas décidé. Alors nous sommes dotés d'une langue, nous sommes dotés d'un récit, mais nous y sommes pour rien. Si quelque part nous l'avons pas décidé, nous n'avons pas fait un choix. J'appartiens à ce continuum linguistique, mais finalement, je n'en tire pas gloire, puisque qu'est-ce que je peux tirer gloire d'appartenir au français, alors qu'à côté, j'ai aussi l'espagnol, qui fait partie de la même origine, c'est langue romane. Au nom de quoi je vais privilégier, je vais faire l'éloge d'une langue plutôt que d'une autre. Pour moi, elles sont toutes pareilles. Et après, on peut très bien, évidemment, toujours trouver des points de différence ici ou là, mais ça reste pareil, même s'il y a, il y a des... Voilà, donc l'appartenance, c'est quelque chose qui est... nous appartenons aussi à un moment de notre vie, nous appartenons à des gens. Nous avons pour correspondants des gens qui nous ressemblent, qui sont dans la même catégorie d'âge. Et puis, ne parlons pas du social, même classe sociale, je parle juste de la même catégorie d'âge. À un moment donné, nous sommes aussi, nous sommes mis dehors, nous sommes interdits d'être avec des gens qui sont différents de nous parce qu'ils nous voient comme vraiment différents d'eux et ils ne comprennent pas pourquoi on cherche à les fréquenter. Moi qui approche la soixantaine, si je suis avec des trentenaires, il est évident que je ne trouve pas ma place avec eux. Je peux aussi ne pas trouver ma place avec des gens du même âge que moi, mais avec les trentenaires, je suis avec une version de moi qui est très, très éloignée dans le temps. Je ne veux pas rencontrer cette personne. Je ne suis pas amoureux de moi quand j'avais 30 ans. Je m'en fiche. À cette époque, je faisais erreur sur erreur. Alors j'imagine que les gens en face de moi, qui ont 30 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, ils sont encore en train de fabriquer un peu leur lit de regret. Ils sont en train de travailler à l'œuvre de leur vie. Mais je les laisse, je n'ai rien à partager avec eux. Voilà que l'appartenance, à un moment donné, ça peut être de l'ordre de la volonté. De la volonté. On peut dire, j'ai la volonté, j'ai l'envie de faire, de converger, de faire c'est-à-dire d'accompagner quelqu'un dans une sorte de voyage. Et souvent nous avons cette histoire, nous pensons que les territoires nous appartiennent, qu'ils nous appartiendront jusqu'à la fin des temps. Les territoires, comme on le connaît de par l'histoire proche, parlons pas des aires géologiques, les territoires appartiennent à des gens et après ces mêmes gens sont désinvestis, sont exclus de ces territoires, soit parce qu'ils disparaissent, soit parce que, etc., ils sont forcés d'aller ailleurs. De toutes les façons, nous sommes toujours, comme on peut parler d'une période interglaciaire, nous sommes toujours dans un inter de quelque chose, dans un moment entre deux moments importants. Un moment, on va dire, on donne un aspect à un territoire, on se dit, tiens, je mets du bleu, blanc, rouge sur cet espace-là, mais on va dire, dans un millénaire, il est possible que le bleu, blanc, rouge se soit plus étendu ou qu'il se soit largement rétréci ou qu'il ait disparu tout court.
Nous ne pouvons pas garantir la chose comme nous pouvons être sûrs que de l'instant et un peu plus que l'instant. Nous faisons en sorte de favoriser la poursuite de quelque chose, d'une tradition, d'une vision, d'une histoire, etc. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous pouvons faire quelques efforts, mais il y a tellement de choses qui peuvent à un moment se produire que nous pouvons, voilà, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des discours trop exclusifs, trop excluants. Voilà, je commence déjà à quitter ce propos. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens fatigué. Pourtant, je n'ai pas parlé longtemps. Mais voilà, pour revenir un peu sur les appartenances, le registre n'est pas traité. Le registre, on peut être d'accord avec quelqu'un sur un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, et cela ne doit pas être du tout le vœu ultime. Si je suis d'accord avec tout le monde, si tout le monde est d'accord avec moi, je n'ai plus aucun intérêt à vivre d'une certaine façon. Je vis un peu dans la contradiction, grâce à la controverse, grâce à l'opposition, grâce à la confrontation. J'ai besoin d'être stimulé par ce biais-là, parce que je ne peux pas prétendre posséder la vérité. La vérité, elle se façonne en relation avec les apports que j'espère toujours multiples et intéressants venant de par le monde. Nous ne pouvons pas créer une fiction, nous ne pouvons pas prendre nos désirs pour des réalités, nous ne pouvons pas, statifier, figer quelque chose. Il n'y a rien qui puisse être figé. Soit au niveau de la géographie, soit au niveau de la langue, soit au niveau de ce qui peut se passer. Je voudrais juste rappeler cette chose qui est tellement, vraiment très, très, qui ne peut pas avoir plus de signification que ça ne doit pas vraiment être trop... mais ça m'avait un peu surpris, comme on sait les problèmes d'eau actuels, et on parle pas mal, et l'Iran, avec des déficiences, avec des déficits hydriques importants, sécheresse, etc. Il y avait des choix aussi, là aussi des choix au niveau de la gestion de l'eau, qui n'étaient pas des plus pertinents. Et à un moment donné, donc, il y a des problèmes d'eau, puis d'un seul coup, des inondations qui détruisent, tuent, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Je ne parle pas des tremblements de terre. Je me rappelle d'une ville, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait été reconstituée. La ville avait été reconstituée, soit parce qu'elle avait été l'objet d'un précédent tremblement de terre, soit parce qu'elle était constituée plutôt construite à partir d'argile, ou je ne sais pas, une ville qui devait être remise en état. Mais l'État ou la collectivité a décidé de redonner un peu de lustre, un peu d'éclat à cette ville. Le tremblement de terre, les lois de la géophysique ont fait disparaître tout cela. Du jour au lendemain, plus rien, plus trace de rénovation, plus trace de... Et puis voilà l'eau qui va obligatoirement apporter un élément qui va être bénéfique, mais qui va aussi détruire, déconstruire et provoquer des changements. Alors, quelque chose qui se produit comme ça dans un temps assez court, entre le moment où j'ai entendu parler de la situation hydrique en Iran et puis le moment
où les inondations ont eu lieu comme ça, brusquement. Et voilà une chose. Il y a du travail à des échelles multiples, temporelles variées. Il y a par exemple des choses contre lesquelles l'être humain, on peut très bien à un moment dire, tiens, la carte de la France, au niveau de la côte ouest, tout ce qui se trouve quelque part à la mer, qui est en train d'absorber, de conquérir, de cette transgression marine qui est en cours d'avancer, il faudrait un peu raccourcir le territoire parce que il y a une partie qui a été emportée par la mer, voilà, par l'océan. Donc il faut rétablir la vérité de la géographie, la vérité de la terre ferme. La terre ferme n'est plus ce qui était visible, ce qui était vrai il y a quelques jours, ne l'est plus, les choses avancent. Alors il y a donc les échelles multiples, et il y a des choses qui peuvent à un moment connaître des accélérations, et il y a des choses qui continuent. Un travail de sape, mais sur des millénaires, ou des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années, peu importe, un travail de sape qui, lui, va continuer et qui va produire ses effets obligatoirement. Ça, c'est comme cela. Il y a donc... qu'est-ce que nous avons à défendre, finalement? Qu'est-ce que nous avons à défendre quand on sait que les choses ne sont pas dotées d'un caractère de permanence? Alors qu'est-ce que nous avons à défendre? Une langue, ce n'est pas permanent. Un territoire, ce n'est pas permanent. Une population, ce n'est pas permanent. Les caractéristiques de cette population ne sont pas permanentes. Aujourd'hui, on vient de découvrir, ou hier, on trouve ça, une nouvelle espèce d'être dit humain, et voilà qu'on rajoute quelque chose. Alors cette espèce donc a disparu, on va dire, elle vient d'être, je ne sais pas si vous dire redécouverte, en tout cas on dit qu'on ne la connaissait pas, et finalement il peut y avoir un rétrécissement qui conduirait à la disparition de notre espèce actuelle, et puis l'émergence d'une autre espèce, ou l'émergence de rien du tout. Il est possible d'imaginer que dans 20 000 ans, 20 000 ans, ça paraît beaucoup, mais comme on dit très souvent, c'est court. Alors, géologiquement parlant, c'est rien, et je l'affirme encore, rien du tout. 20 000 ans, 30 000 ans, notre civilisation, elle a quoi? Elle a peut-être 10 000 ans, en gros. 10 000 ans, l'émergence, le néolithique, l'émergence des villes, etc., les cités, tout, l'écriture, tout ce qu'on veut. Et voilà, et tout cela, donc finalement, il faut se projeter en avant. Il faut se projeter en avant, et donc le discours doit correspondre, le discours, les revendications, la vision doit un peu prendre en compte cet élément temporel, cet élément de transformation, j'allais dire mécanique, cette transformation logique et inévitable. Logiquement, les choses se transforment. Si nous sommes comme nous sommes, si nous avons cette forme-là, cette physiologie-là, c'est l'effet d'un certain nombre de changements. Si nous avons ce territoire-là, ce territoire est l'aboutissement d'un ensemble de phénomènes dont certains étaient assez comment dire, assez brutaux, assez conséquents. Certaines choses ne se sont pas passées. Un volcan, il peut y avoir un volcan qui a transformé un peu la physionomie des territoires qui lui sont voisins, mais ce volcan, au moment de son surgissement, a produit peut-être a tué, a fait des dégâts, et aujourd'hui il est
il est apaisé, mais il peut redevenir actif, mais surtout que un territoire, je ne sais pas, on a souvent une vision qui ne peut être que parcellaire. Et les choses, la vie, on n'en a qu'une vision, là encore, parcellaire, et rendue encore parcellaire par les conditionnements opérés ici ou là. Chaque État considère que son territoire est d'une certaine façon inviolable, intouchable, etc. Comme si ce territoire lui appartenait. Quand on voit, par exemple, on prend une terre agricole, aujourd'hui on fait des découvertes, comme on les appelle, on cherche, on voit les traces d'une villa, par exemple gallo-romaine, et cette villa, d'après 6 dimensions, on peut en déduire qu'elle appartenait à quelqu'un qui était d'un rang élevé, on va dire, qui possédait beaucoup de terres et qui jouissait d'un statut assez, comment dire, à part. Et finalement, qu'est-ce qui reste de ce grand propriétaire terrien? La villa a disparu, le propriétaire terrien a disparu, peut-être qu'il a une descendance, peut-être pas. En tout cas, ils n'ont pas, continué de jouir de la propriété. Et finalement, il reste quelques traces, les fondations. Voilà ce qu'on trouve. Et surtout, la terre est redevenue, appartenue à des gens. La terre, par exemple, qui était une terre d'habitation est devenue une terre agricole. Les cimetières, pareil, les cimetières de redeviennent des terres agricoles. Mais surtout que la chose, c'est que depuis, la succession des propriétaires a sûrement varié. Et peut-être même le nom des parcelles. Le nom peut varier, peut-être pas aussi vite que les propriétaires. Et donc finalement, ce qu'on peut établir sur une durée de 1000 ans, 1500 ans, pour une terre précise, pour une terre agricole précise, on peut l'appliquer à quelque chose de beaucoup plus étendu. Et le processeur d'aujourd'hui sera automatiquement, ne sera plus là demain pour réclamer la propriété, pour la défendre. Il sera plus là, il sera absent, il ne pourra plus la défendre. Ce que nous défendons aujourd'hui, nous allons le perdre demain. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un fait. C'est un fait prouvé par, etc. Donc, comme cet être qui disait, oui, certains de nos composants, éléments minéraux, proviennent du cœur des étoiles qui ont explosé, etc., pour pouvoir libérer ces éléments minéraux. Alors, finalement, cette continuité, mais on n'est pas, on prend les choses telles quelles. Nous ne développons pas nous installons pas d'une sorte de regret ou une sorte de réflexe, j'allais dire, nous ne sommes pas annihilés par ces idées. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont. Ce passage d'un état à un autre, comme l'ont compris d'autres avant nous, c'est un passage qui s'impose à tous. Donc on dit qu'il est un passage naturel, c'est un passage qui a été là avant nous. Quand nous sommes arrivés, nous sommes venus à la vie, nous l'avons vu, nous l'avons côtoyé de près, et nous continuons d'y assister. C'est quelque part un mouvement continu, sans arrêt. Et à chaque... Ça fait toujours... Ça peut être un peu rigolo, mais pas vraiment. Quand on pense dans certains pays, quelqu'un qui possède 2 hectares, il a 5 enfants ou 6 enfants. Quand vous voyez par exemple 2 hectares, c'était pas suffisant pour lui et sa famille. Et puis ces 2 hectares, moi j'ai déjà fait, mais ça peut être beaucoup moins que 2 hectares. Mais j'ai établi une moyenne un peu élevée. Et on va dire, les descendants vont hériter, vont se partager ces 2 hectares. Et donc, il y a obligatoirement une situation qui ne peut pas durer. Il faut presque souhaiter
qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait quelque chose de totalement cataclysmique pour pouvoir un peu permettre à d'autres gens d'hériter de la terre. Il faut que une partie de la population disparaisse pour pouvoir un peu réaffecter les terres. Trop de propriétaires fait en sorte que personne ne peut vraiment vivre. On déchiffre, on défriche, mais on ne peut pas défricher à l'infini. Mais surtout, il y a des territoires, on ne peut plus rien défricher, donc il faut qu'il y ait quelque chose. Vous avez des familles qui possèdent des terres et qui ne veulent pas les vendre ou à des prix totalement hors de tout contexte économique, c'est des prix impossibles. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose pour, voilà un peu en quoi la catastrophe ou le passage du temps peut permettre, si par exemple, on va poser la question comme ça, si au nom, on va dire au nom de l'histoire, chaque fois qu'on trouve les vestiges d'une villa gallo-romaine, chaque fois qu'on trouve les vestiges d'un temple, chaque fois qu'on trouve les vestiges d'un site proto-historique, etc., on va dire on va le garder. On n'aura plus de terres agricoles. Si on manquerait de terres agricoles, déjà comme on en manque maintenant, mais alors si on doit, à un moment donné, on accepte. On accepte et quelque part, soit on réenterre les vestiges qu'on a mis à jour, soit quelque part, quand c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, à ce moment-là, on réaffecte la terre, mais autrement, on réenterre tout, puis la terre redevient disponible à l'utilisation. Et voilà comment dire, comment je finis cette histoire. Je sais pas, je voulais parler un peu de choses par rapport à l'appartenance, ce qui fait que je suis moi sans être toi. Parce que comme il y a un moment où quand je suis dans l'espace, comment dire, je suis dans un espace et à un moment donné, et donc c'est un espace particulier, à un moment donné, et je peux, de par ma position et de par le moment, je peux recevoir une certaine impression, et cette impression, toi tu ne la ressentiras pas parce qu'à ce moment-là, tu seras dans un autre espace. Et ce qui permet, à un moment donné, obligatoirement, on a une approche différente. On a des impressions différentes du monde parce que on l'habite pas tous de la même façon, parce que on le vit pas tous au même rythme. Il y a des gens qui sont plus engagés, des gens qui, etc. Mais malgré tout, puisque le monde est grand et vaste, puisque le monde comment dire, le monde de l'interaction, lui aussi, etc. Et puis, il y a des choses qui me marquent à moi, mais beaucoup plus qui ne te marquent à toi. À ce moment-là, tu affirmes plus d'appartenance à ces gens-là. Je ne sais pas, à un moment donné, j'ai appartenu à, je crois, Turgenev, un truc comme ça. À un auteur, on peut appartenir, par exemple, le temps d'une lecture. Et puis, un peu après la lecture, on peut dire « j'appartiens à cet auteur qui m'a envoûté ». C'est vrai, par exemple, que j'ai continué à appartenir assez longtemps au monde créé par, comment il s'appelle, celui qui a créé cette légende. Pourtant, il y a la royauté dedans et je suis contre le dynastisme, mais il y avait, comment il s'appelle, donc cette sorte de... Moi, je l'avais vu comme un voyage initiatique, c'est comme cela que je l'ai vécu. Et il y avait
cet univers qui était... Donc, même s'il y avait le mot roi, il y avait la royauté, etc., j'étais pas tellement frappé par cela. C'était ce que le roman, ou les 3 tomes du roman entier, permettaient d'installer comme ambiance. Et c'était... je me rappelle plus, c'est un écrivain anglais, je me rappelle plus de son nom. J'ai beaucoup de pertes de mémoire. Mais je m'en accommode. Et puis, il y a... j'ai pas réussi à appartenir, par exemple, au livre Guerre et Paix. Même si je lis en entier, j'ai pas réussi à appartenir. Donc j'ai appartenu plus à ces récits un peu de fantaisie. Mais après cela, je n'ai plus appartenu à la fantaisie. C'est uniquement dans ce rapport Bilbo le Hobbit, etc., que j'ai appartenu, mais sinon, le reste, non. J'aurais jamais pu être dans ces histoires qui sont mises à l'honneur actuellement avec le trône de fer, ou je sais plus quoi, ou le jeu de trône, ou le jeu de... je sais plus comment on l'appelle. En tout cas, après, j'ai pu appartenir à un moment donné à l'univers créé par l'auteur de Dune. Même si c'était pas aussi fort que... Mais c'est pas le même univers, il y a de la technologie, il y a des choses différentes. Mais c'est... Voilà, appartenir, peut-être ça peut durer un certain temps, mais peut-être, comme j'ai appartenu à un moment donné, à Loulou des steppes, et que j'ai appartenu aussi à un moment donné au prophète un peu de ce livre, et on appartient comme cela à des univers qui peuvent être un peu j'allais dire concurrents, qu'on peut être totalement contraires. On appartient à un moment où il y a eu une sorte de rencontre avec quelqu'un. Et puis cette rencontre, on continue de lui appartenir, même s'il n'a pas eu de prolongement. Il y a... Et puis des fois, on appartient à des choses et on ne sait pas quoi faire de cette appartenance. On appartient à des langues, mais on n'appartient pas à toutes les langues. Et cela pourrait nous faire un peu, nous sentir impuissants. Il y a des langues que je ne connaîtrai jamais, comme il y a des gens, etc. Mais surtout, il y a des langues que je ne connaîtrai jamais. Il y a des sons que je ne prononcerai jamais. Et cela me chagrine un peu. Et je suis obligé de rester avec l'arabe et avec le français, peut-être un peu avec l'anglais, mais c'est pas, donc c'est, si je parle anglais, je ne changerai pas beaucoup. Et donc finalement, il faudrait que je sois ailleurs, dans un ailleurs, mais je n'ai pas eu réellement, je ne me suis pas donné la force d'aller vers l'ailleurs, et voilà, je me suis restreint tout seul, sans l'aide de personne, on va dire ça comme ça. Donc l'appartenance, elle est là aussi, comme moi j'appartiens à ce moment, puisque je me suis arrêté, je ne fais rien d'autre que parler pour développer ce thème. Évidemment, c'est fait sans préparation, sans aucune préparation, et ce sont là aussi des thèmes qui ne sont pas tombés du ciel. C'est un thème récurrent, l'appartenance, la non-appartenance, aux 3 quarts, comme pour cette histoire de prénoms. Quand on voit, par exemple, un peu le mouvement des prénoms, si moi je me rappelle, voilà, donc j'ai été quelque part devant, il y a une plaque commémorative à la gare de train, et cette plaque, elle cite des noms et surtout des prénoms qui sont très semblables, je dirais presque les dire monolithiques. Mais fondamentalement, quand on voit un peu la circulation des prénoms, et même des prénoms qui peuvent être en fait les mêmes, mais revenus sous une autre forme, un prénom germanisé, mais alors qu'en fait il est
on l'a d'habitude sur la forme romanisée, puis il est germanisé, puis etc. Puis il nous revient. Et puis des gens peuvent très bien s'appeler avec des prénoms de toutes sortes. Alors quand quelqu'un voudrait faire référence à un prénom franco-français, ça veut dire quoi exactement? Surtout quand ce même personnage continue de faire référence, de par son allure, à son extranéité, mais surtout qu'il a un nom, qu'il a un nom de famille qui n'a rien à voir avec le continuum français. Il aurait pu, là aussi, franciser son nom de famille totalement, pas comme les Italiens qui enlèvent un peu la fin des mots, mais la fin du nom, mais surtout, c'est-à-dire traduire par l'équivalence, ou même s'éloigner totalement, à dire, voilà, puiser dans les noms français, je sais pas, il aurait pu s'appeler Martin, qui ont Dupuis ou Dupont, tout simplement, un Martin, voilà, comment on appelle ça, parce que ça aurait été plus à ce moment-là, plus en cohérence avec ses propos. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, il ne faut pas la faire à moitié. Mais on parle de quelque chose qui est totalement illusoire, qui est totalement fabriqué. Un prénom, c'est fabriqué. Ce n'est pas, ça n'apparaît pas comme ça ex nihilo. Un prénom, ça a une histoire. Et puis, il peut avoir un début, une fin. Il peut être utilisé en grande quantité à un moment donné, puis tomber dans l'oubli. Parce que, je ne sais pas, parce que personne ne veut le porter. Je ne sais pas, il y a un saint Habib, et le seul qui le porte, c'est un musulman. Mais pourtant, il y a un saint Habib, d'après mes souvenirs, dans le calendrier, et pourtant, personne ne s'appelle Habib. Et il y a comme ça des choses. Et si je ne me trompe pas, il faut s'en assurer si quelque part ça semble un peu... Mais en tout cas, voilà les choses comme ça. Il faut d'abord la base, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à l'autre tu n'es pas invité dans la conversation, tu n'es pas invité dans le débat. Tu es légitime à débattre de tout. Et qui dit débattre, dit contester, un peu remettre en cause, un peu interroger, pas de façon, comment dire, dans le sens du blasphème, pas blasphémer, je trouve pas l'autre terme qu'en fait, non pas désacralisé, mais le terme, dans l'idée de blasphème, il y a une idée un peu, il y a quelque chose d'un peu immature. Blasphémer, c'est lancer un défi puéril à quelqu'un. C'est dire à quelqu'un, ouais, tu vois, je te provoque. Tiens, j'attends ta réponse. Non, c'est laisser l'autre se débrouiller avec ses propres contradictions. De toutes les façons, tout le monde, il n'y a pas de récit qui ne puisse se prêter à la contradiction et un peu à la contestation, même parmi les gens qui s'en réclament. Obligatoirement, il y a des choses qui semblent ne pas être acceptables. Si par exemple, voilà, mais les gens s'arrangent avec les contradictions, c'est qu'ils font semblant à un moment donné de ne pas voir. C'est peut-être les gens les plus on s'arrange comme on s'arrange avec les choses. On ne va pas être toujours dans la contestation, dans la volonté de tout savoir, de tout comprendre à un moment donné. Comme par exemple, imaginons qu'on dise à quelqu'un, voilà, tu vas mourir à telle heure, je ne vois pas l'intérêt que ça peut lui apporter. Savoir qu'on va mourir à un moment précis ou savoir qu'on va mourir, ça revient au même. Donc les gens vivent tout en sachant qu'ils vont mourir. Voilà, les gens acceptent. Par exemple, se réclament de quelque chose tout en sachant pertinemment que cette chose-là est
n'est pas tout à fait, n'est pas totalement parfaite, tout en sachant qu'elle est critiquable, mais voilà, un peu les choses. Puis malheureusement, il y a toujours l'absence de gens qui interviennent dans le débat public et d'une façon, c'est-à-dire visible, pas des gens qui restent sur les marges, des gens qui s'imposent dans le débat public et qui apportent un complément de parole, pas une parole autre, mais un complément de parole, des gens qui disent à l'autre attends un peu, ne te hâte pas dans le jugement, ne te hâte pas dans la reproduction des préjugés, sois un peu plus qu'un préjugeant. Réfléchis un peu à ce que tu vas dire, à ce que tu vas reproduire, à ce que tu vas, d'une certaine façon, avaliser. Donc, et si est-ce que je ne me suis pas trompé sur le verbe? Il faut que je vérifie. En tout cas, voilà la chose. Il faut que je vérifie si je ne me suis pas trompé. Et voilà comment une chose comme ça, les différents registres de l'appartenance, ces différents registres restent à développer. Je ne les ai pas développés. Je ne peux pas dire que je les ai développés. Je trouve qu'il manque quelque chose. Les différents registres. Il y a des registres, on va dire, de l'ordre du subjectif, puis il y a des registres qui sont beaucoup plus un peu, beaucoup plus transversaux, beaucoup plus collectifs, beaucoup plus globaux. Mais on peut mélanger les deux, on peut associer une chose et une autre. Il y a toujours un côté peut-être subjectif dans l'objectif et vice-versa. On ne peut pas dire une vision objective, réellement objective, n'existe pas. C'est plutôt une sorte de chose vers laquelle on tend. Mais on sait que ce n'est pas possible. L'objectivité est une œuvre qui se forge en permanence. Pour pas que j'ai l'impression d'avoir fait un énorme... Ouais, donc ça, c'est bon. Je ne me suis pas trompé dans mon verbe. Et donc voilà, j'aurais la honte sinon. Et voilà, quelque part, nous sommes dans le français. Je m'exprime à partir du français. Et pour certains qui auraient encore un doute sur la légitimité à se réclamer de ce continuum, la preuve est faite que voilà, quelque part. Et puis toujours à partir, voilà, du particulier pour aller vers le général, à partir du local pour aller vers l'universel. Moi, je prends plutôt l'inverse. Je suis contre le localisme, contre les valeurs qu'il semble vouloir défendre. Le localisme est vraiment une régression. C'est une régression à marche forcée. Évidemment que c'est quelque chose qui semble, je l'ai déjà traité, mais je le redis quelques mots à son propos, c'est quelque chose qui semble tout à fait innocent, et pourtant, ça part d'une vision totalement archaïque et totalement rétrograde de l'économie et des relations entre les communautés. L'échange est la base des relations entre les communautés. Moi, j'ai quelque chose à échanger avec toi. Moi, je suis intéressé pour d'avoir des rapports avec toi pour cette chose-là. Tu as quelque chose que moi, je n'ai pas, ou tu l'as en plus grande quantité que moi, etc., etc. Le localisme est une fiction.
est quelque chose de totalement aberrant. C'est-à-dire, on va commencer à cultiver quelque chose sous prétexte d'avoir du local, alors qu'en fait, économiquement, ce n'est pas très viable. On va dire, oui, c'est local, alors voilà un côté, je ne sais pas, autant on comprend qu'un produit puisse être bénéficié une sorte de marque. Rappelons un peu son origine, puisque l'indication géographique protégée, c'est parce que ça parle d'un savoir-faire, ça parle comment dire, ça raconte une histoire. On ne peut pas accorder cette mention ou à un fromage qui vient de naître. Même s'il est apparu dans un endroit, il faut que cette histoire, ce fromage ou ce produit ait une histoire et une sorte, il faut qu'il ait vécu un peu. Voilà, comme ça qu'on peut le référer à un territoire plutôt qu'à un autre. Mais c'est pas plus. On ne fait pas toute une histoire, on ne fait pas un parti pris absolu, on n'en fait pas un mode de vie. Je dis que ce fromage, il est là, mais après, ça ne m'interdit pas d'en consommer d'autres. Alors que le localisme, il est plutôt dans une position de fermeture et de repli sur soi, et tant mieux si nous pouvions être autosuffisants, ça serait bien, l'autosuffisance. Qui encouragerait l'autosuffisance à notre époque? Ça n'a aucun sens, l'autosuffisance. Voilà quelque chose qui apparaît. Voilà donc l'universel pour lutter contre tout ce qui peut sembler comme ça ramener vers des identités locales, des références, j'allais dire, locales. Moi, je ne me réclame pas de local, je me réclame de l'universel global. C'est-à-dire, évidemment, il y a des excès, et comme pour toute chose, les excès sont à combattre, etc., etc. On sait tout ce qu'il y a à dire là-dessus, il n'est pas nécessaire de revenir sur ça. Et puis, surtout que il faut plus, comment dire, ce n'est pas, par exemple, on peut prendre le bio, mais le bio aussi, par exemple, il cherche à reproduire les mêmes choses. Il offre un peu, sous l'appellation bio, il offre un peu tout ce qu'il y a dans le non bio. À ce moment-là, il permet de manger des choses qui ne sont pas nécessaires. Encore faut-il là aussi la liberté de choix, c'est peut-être un aspect important dans l'affaire, la liberté de choix. Et puis dans cette affaire-là, il y a l'éviction totale de la capacité de certaines personnes à pouvoir payer un produit dit local et sûrement 2 à 3 fois plus cher qu'un produit qui ne bénéficie pas de cette mention. Et un produit bio, c'est quelquefois, là aussi, à des prix impossibles à accepter pour le commun des gens. Donc c'est vraiment des choses qui sont plus, je m'achète une plus-value, comme quelqu'un qui mangerait avec des couverts en argent, en or, pas des couverts à métal argenté, c'est des couverts en argent ou carrément en or. Il mange la même chose qu'un autre, mais lui, il la mange avec des ustensiles ou dans des ustensiles totalement quelque part vraiment à lui. Et puis voilà, comme quelqu'un qui chie qui pisse dans une pissotière en or, c'est la pisse. Donc ça sentira pareil. Il vaudrait mieux pour lui que ça sente pareil. Et parce
parce qu'autrement ça voudrait dire qu'il a un problème. Donc la pisse, ce sera toujours la pisse, et partout, et chier, comme on dit, clairement, c'est la même chose, c'est pas beau à voir, on n'y touche pas, on évacue les déchets, que ce soit dans une fosse en or ou pas. Donc après, voilà, une plus-value. Moi, je mange quelque chose qui me donne le sentiment d'être différent des autres. Moi, les cons, là, l'umpenprolétariat, les bouseux, là, les petits, là, eux, ils mangent, ils se baffrent, ils mangent n'importe quoi, ils se posent pas de questions, ils vont se rendre malades, mais ils le mettent, bah, c'est très bien fait pour eux, ils n'ont qu'à aller vers le bio. Alors quoi? Le bio, c'est une portion de 300 grammes, bah, on passe à une portion de 100 grammes, ou de 80 grammes, ou de 90 grammes, et voilà, ou de 70 grammes même. Donc c'est pas possible. Il faut en même temps dire cela, il faut voir que le pouvoir d'achat d'un grand nombre de gens ne leur permettra jamais de se payer de bio. Ou alors, comme ça, quand le bio est en promotion. Tiens, je me suis acheté de le jus d'orange bio, je me suis acheté des cacahuètes bio, je me suis acheté la semoule bio. Voilà. Mais je ne peux pas acheter, je peux pas m'acheter d'ailleurs, quand quelque chose qui est totalement aberrant, quand vous achetez par exemple certains articles, fruits, etc., ils ne sont pas vendus au kilo, ils sont vendus par pièce. Voilà, et quelque part, vous achetez par pièce. Voilà la différence. Et quelque part, voilà un autre registre de l'appartenance. J'appartiens à des gens qui ne peuvent pas se permettre de manger du bio, tout simplement. Ni local, ni bio. Même si ils pourraient être d'accord avec la démarche. Mais ils ne pourraient pas, simplement. Ils pourraient se le permettre, un jour dans l'année. Tiens, à dire j'ai mangé, ah, c'est le jour spécial. Viens, on se retrouve ensemble et on va manger bio. Pâtes bio, sauce bio, fromage bio, sel bio, eau bio. Ça n'existe pas l'eau bio. Voilà, quelque chose dans ce genre. Donc je clôt ce propos comme cela. Évidemment, toujours le regret de ne pas avoir traité de la chose comme quelque part pourrait le mériter. Il y a toujours trop de choses à dire, ou des choses qui sont développées plus que d'autres, etc. Seulement, cette dimension cette dimension multiple de l'être, il ne faut jamais l'oublier, comme quelqu'un qui se trouverait dans une démarche idéologique d'enfermement, mais qui ne peut pas s'empêcher de se revendiquer de sa famille, de son clan. On peut être dans un pays homogène, on va dire vraiment comme ça, mais on appartient toujours à une ville, à un quartier, on appartient peut-être à un village, mais on n'en changerait pas. Pas dire, on va pas dire aller à l'état civil pour dire moi je voudrais, voilà comme on essaie de faire maintenant avec le genre, on va dire enlever mon sexe, je veux pas qu'il y ait de mention de sexe, je veux pas qu'il y ait de mention de lieu de naissance. Je veux avoir pour mention, par exemple, la Hongrie. Je veux la Hongrie tout simplement. Moi, mon pays de naissance, c'est la Hongrie. Et ce n'est pas un lieu ou un autre. Donc je me réclame de quelque chose de total. Pour mon pays, le pays auquel j'appartiens, c'est la totalité du territoire. Et non pas un fragment de ce territoire. Voilà comment on se retrouve un peu dans l'actualité. Toujours, on se sert des éléments divers fournis par l'actualité et par les feuilles du jour pour pouvoir les intégrer dans le propos. Et donc ce propos appartient bien au moment où il est produit, parce que, etc., etc. Et puis voilà que la chose
comment dire, ouais, on va dire, simplement on pourrait dire, oui, plus une question devient quelque chose, plus on va vers l'ouverture, plus évidemment ça déclenche des réactions inverses, plus de gens, comment dire, font l'expérience de côtoyer l'autre, plus il y a d'expériences comme cela, plus il y a de réactions, même si l'histoire peut confirmer l'inverse. Il y a eu des réactions de rejet assez violentes, et même plus que violentes, meurtrières, contre les Italiens par exemple, des choses comme ça en France. Et c'était pas nécessaire qu'il y ait beaucoup d'Italiens. Et puis maintenant, aujourd'hui, les Italiens sont devenus en France aussi producteurs d'exclusion et producteurs de xénophobie. Ils ont oublié. Chez eux aussi, ils produisent de la xénophobie. Et voilà un peu. Et aujourd'hui, on trouvera rarement quelqu'un qui dénigrerait les Italiens en parlant de, je ne sais plus comment on disait, macaroni, je ne sais plus comment on disait, j'ai oublié le terme, mais il y avait un terme précis pour dénigrer, pour désigner les Italiens, donc avec une dose de mépris. Et voilà que ce propos se termine, il pourrait se prolonger, mais il faut qu'il se termine.